Les fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse, lu par moi. Au commencement, nous étions un. Mais Dieu nous jugeait impropres à le satisfaire ainsi, alors Dieu s'est mis à nous diviser. Dieu s'amusait beaucoup avec nous, puis Dieu se lassait et nous oubliait. Dieu pouvait être si cruel dans son indifférence qu'il m'épouvantait. Dieu savait se montrer doux aussi, et je l'ai aimé comme je n'ai jamais aimé personne. Je crois que nous aurions tous pu vivre heureux en un sens, Dieu, moi et les autres, sans ce maudit bouquin. Il me répugnait. Je savais le lien qui me rattachait à lui de la plus écœurante des façons, mais cette horreur-là est venue plus tard, bien plus tard. Je n'ai pas compris tout de suite, j'étais trop ignorant. J'aimais Dieu, oui, mais je détestais ce bouquin qui l'ouvrait pour un oui ou pour un non. Dieu, lui, ça l'amusait énormément. Quand Dieu était content, il écrivait. Quand Dieu était en colère, il écrivait. Et un jour, où Dieu se sentait de très mauvaise humeur, il a fait une énorme bêtise. Dieu a brisé le monde en morceaux. On dit souvent des vieilles demeures qu'elles ont une âme. Sur Anima, l'arche où les objets prennent vie, les vieilles demeures ont surtout tendance à développer un épouvantable caractère. Le bâtiment des archives familiales, par exemple, était continuellement de mauvaise humeur. Il passait ses journées à craqueler, à grincer, à fuir et à souffler pour exprimer son mécontentement. Il n'aimait pas les courants d'air qui faisaient claquer les portes mal fermées en été. Il n'aimait pas les pluies qui encrassaient sa gouttière en automne. Il n'aimait pas l'humidité qui infiltrait ses murs en hiver. Il n'aimait pas les mauvaises herbes qui revenaient envahir sa cour chaque printemps. Mais par-dessus tout, le bâtiment des archives n'aimait pas les visiteurs qui ne respectaient pas les horaires d'ouverture. C'est sans doute pourquoi, en ce petit matin de septembre, le bâtiment craquelait, grinçait, fuyait et soufflait encore plus que d'habitude. Il sentait venir quelqu'un, alors qu'il était encore beaucoup trop tôt pour consulter les archives. Ce visiteur-là ne se tenait même pas devant la porte d'entrée, sur le perron, en visiteur respectable. Non. Il pénétrait dans les lieux comme un voleur, directement par le vestiaire des archives. Un nez était en train de pousser au beau milieu d'une armoire à glace. Le nez allait en avançant. Il émergea bientôt à sa suite une paire de lunettes, une arcade sourcilière, un front, une bouche, un menton, des joues, des yeux, des cheveux, un cou et des oreilles. Suspendu au milieu du miroir jusqu'aux épaules, le visage regarda à droite, puis à gauche. La pliure d'un genou affleura à son tour, un peu plus bas, et remorqua un corps qui s'arracha tout entier de l'armoire à glace, comme il l'aurait fait d'une baignoire. Une fois sorti du miroir, la silhouette ne se résumait plus qu'à un vieux manteau usé, une paire de lunettes grises, une longue écharpe tricolore. Et sous ces épaisseurs, il y avait Ophélie. Elle observa les fils de soleil qui glissaient lentement sur le parquet au fur et à mesure que le jour se levait. Elle respira profondément le parfum des vieux meubles et du papier froid. Cette odeur, dans laquelle son enfance avait baigné, Ophélie ne la sentirait bientôt plus. Elle se dirigea à pas lents vers la loge de l'archiviste. L'appartement privé était protégé par un simple rideau. Malgré l'heure matinale, il s'en dégageait déjà un puissant arôme de café. Ophélie toussa dans son écharpe pour s'annoncer, mais un vieil air d'opéra en recouvrit le bruit. Elle se glissa alors par le rideau. Elle n'eut pas à chercher loin l'archiviste, la pièce faisant à la fois office de cuisine, de séjour, de chambre et de cabinet de lecture. Il était assis sur son lit, le nez dans une gazette. C'était un vieil homme avec des cheveux blancs en bataille. Il avait coincé sous son sourcil une loupe d'expertise qui lui faisait l'œil énorme. Il portait des gants ainsi qu'une chemise blanche mal repassée sous son veston. Sa voix bourrue faisait frémir deux superbes moustaches qui s'évadaient jusqu'aux oreilles. Il se leva laborieusement du lit et empoigna la cafetière, marmonnant un patois que lui seul parlait encore sur Anima. À force de manipuler des archives, le vieil homme vivait complètement dans le passé. Même la gazette qu'il feuilletait datait d'un demi-siècle au moins. « Une jatte de café, fille !» L'archiviste n'était pas un homme très sociable, mais chaque fois que ses yeux se posaient sur Ophélie, tel qu'il le faisait à cet instant, il se mettait à pétiller comme du cidre. Il avait toujours eu un faible pour cette petite nièce, sans doute parce que, de toute la famille, elle était celle qui lui ressemblait le plus. Aussi désuète, aussi solitaire et aussi réservée que lui.
Ophélie fit oui de la tête. Elle avait la gorge trop serrée pour parler, là, maintenant. Le grand-oncle leur remplit à chacun une tasse fumante. « J'ai eu un petit téléphonage avec ta maman, hier au soir, » mâchonna-t-il dans ses moustaches. « Elle était tellement excitée que je n'ai pas saisi la moitié de sa jacasserie. Mais bon, j'ai compris l'essentiel. Tu vas enfin passer à la casserole, on dirait. » Ophélie acquiesça sans mot dire. Le grand-oncle fronça aussitôt ses énormes sourcils. « N'allonge pas cette tête, s'il te plaît. Ta mère t'a trouvé un bonhomme et il n'y a plus rien à redire. » Il lui tendit sa tasse et se rassit lourdement sur son lit, faisant grincer tous les ressorts du sommier. « Pose tes fesses. Il faut qu'on cause sérieux, de parrain à filleul. » Ophélie tira une chaise vers le lit. Elle dévisagea son grand-oncle et ses flamboyantes moustaches avec un sentiment d'irréalité. Elle avait l'impression de contempler, à travers lui, une page de sa vie qu'on lui déchirait juste sous le nez. « Je me doute bien pourquoi tu me louches dessus ainsi, déclara-t-il. Sauf que, cette fois, c'est non. Tes épaules tombantes, tes lunettes moroses, tes soupirs de malheureuse comme les pierres, tu les ranges au placard. 2 cousins que tu as déjà rejetés. Ils étaient moches comme des moulins à poivre et grossiers comme des pots de chambre, je te le concède, mais c'est toute la famille que tu as insultée à chaque refus. Et le pis, c'est que je me suis fait ton complice pour saboter ces accordailles. » Il soupira dans ses moustaches. « Je te connais comme si je t'avais faite. Tu es plus arrangeante qu'une commode, à jamais sortir un mot plus haut que l'autre, à jamais faire de caprices, mais dès qu'on te parle de mari, tu es pire qu'une enclume. Et pourtant, c'est de ton âge, que le bonhomme te plaise ou non. Si tu ne te ranges pas, tu finiras au banc de la famille, et ça, moi, je ne veux pas. » Le nez dans sa tasse de café, Ophélie décida qu'il était grand temps pour elle de prendre la parole. « Vous n'avez aucune inquiétude à avoir, mon oncle. Je ne suis pas venue vous demander de vous opposer à ce mariage. » Au même instant, l'aiguille d'une phonographe se prit au piège d'une rayure. L'écho en boucle de la soprano envahit toute la pièce. « Si je... » Le grand-oncle ne se leva pas pour libérer l'aiguille de son ornière. Il était trop abasourdi. « Qu'est-ce que tu me barbotes? Tu ne veux pas que j'intervienne? » ?»« Non. La seule faveur que je suis venue vous demander aujourd'hui, c'est l'accès aux archives. »« Mes archives? Aujourd'hui. »« Si je... » bégayait le tourne-disque. Le grand-oncle haussa un sourcil, sceptique, ses doigts farfouillant ses moustaches. « Tu n'attends pas de moi que je plaide ta cause auprès de ta mère. Ça ne servirait à rien. Ni que je fasse fléchir ton faiblard de père. Je vais épouser l'homme qu'on a choisi pour moi. Ce n'est pas plus compliqué que cela. » L'aiguille du tourne-disque sursauta et poursuivit son bonhomme de chemin, tandis que la soprano clamait triomphalement. « Si je t'aime, prends garde à toi. »